Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Nous allons passer à peu près 1 heure pour parler de l'actualité de la semaine écoulée. Alors au menu du budget, de la justice, de l'importation de produits et de conflits et un peu de campagne électorale du bruxellois, quoi. Pour en parler, 2 personnalités politiques bruxelloises et 2 experts journalistes. Vanessa Lullier, journaliste à BX1. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Romuald Lamorté, journaliste également. Bienvenue. Merci Jean-Jacques. 10 milliards de dettes, c'est la situation de la région bruxelloise. Faut-il se serrer la ceinture? Oui, mais où précisément? Est-ce qu'il faut taxer davantage les Bruxellois? Oui, mais qui exactement? Ou encore quémander davantage de moyens au fédéral? Oui, mais pourquoi? Changer la fiscalité, c'est peut-être aussi une solution. Oui, mais comment? Le secrétaire d'État au budget Sven Gatz est venu mercredi se confronter à l'opposition dans l'émission Versus. Voici sa vision de la situation budgétaire. Combien la dette de la région aujourd'hui? Elle est autour de 10 milliards. Donc c'est beaucoup parce que ça veut dire que avec nos revenus de 6 milliards et demi, ça veut dire que bien que notre produit intérieur brut est très grand comme région Bruxelles-Capitale, 90 milliards, nous sommes toujours quand même une métropole économique importante, la dette vis-à-vis de nos propres revenus est trop haute pour le moment. On l'a voulu faire avec les investissements stratégiques pour la mobilité, le métro, mais aussi les bus électriques et tout ça. Donc il y avait une partie de la dette qui a été choisie avec les taux d'intérêt bas au début de cette législature, donc pas encore très, très longtemps. Mais avec toutes les crises supplémentaires, Covid, énergie, Ukraine, ça devient trop compliqué. Mais c'est pour la ça dette que est sous contrôle aujourd'hui ou bien il y a lieu de vraiment s'inquiéter? La dette est sous contrôle, mais ce gouvernement et le gouvernement prochain devront encore faire des efforts supplémentaires. Alors Vanessa Lullier, c'est sous contrôle, mais il va quand même falloir faire des efforts. Oui, mais en plus, les efforts que préconisait à la base Sven Gatz, ils n'ont pas été suivis parce que lui demandait un effort budgétaire plus important que finalement ce qui a été fait. Donc déjà là, on est sur un premier souci. Et puis c'est sûr que ça engage donc le gouvernement prochain, la prochaine législature. On a déjà vu là maintenant qu'il y avait, notamment en termes de contrats de quartier, des contrats de quartier qui ont été abandonnés, avec déjà des réductions. On a vu aussi, il en a parlé un peu plus tard dans l'émission, des réductions sur le budget du futur musée Canal. Donc voilà, on essaye de faire des économies un peu partout, mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça va être compliqué de continuer comme ça et que sans remettre à plat aussi les différentes institutions et revoir peut-être un peu le fonctionnement au niveau des organismes aussi, des administrations, ça va être compliqué de faire plus d'économies si on ne met pas tout à plat. Et vous, Romuald Lamorté, comment vous voyez l'avenir de ce budget de la région? D'abord, je pense que Sven Gatz, il a compris qu'il n'avait pas beaucoup de poids dans le gouvernement. Quand vous regardez ses déclarations d'il y a 5 ans et celles de maintenant, mais il a bien compris que ce n'est pas l'Open VLD qui pèse. Et donc oui, il a dû donner, comme a très bien dit Vanessa, beaucoup de concessions aux autres partis. Alors, il ne faut pas se voiler la face, ça va mal. 108% d'augmentation en 5 ans de la dette, alors qu'on se disait qu'il fallait vraiment remettre Bruxelles sur une bonne trajectoire. 200 millions d'euros d'économies pour l'ajustement budgétaire. C'est des cacahuètes. C'est pas comme ça qu'on va redresser Bruxelles. Et Vanessa l'a très bien dit également, moi je me pose des questions sur le structurel. Où est la grande réforme des organismes para-régionaux? Parce que là, il y en a des économies avec d'État. On peut le dire d'entités qu'on a sorties des administrations et qu'on ne contrôle plus, il y en a énormément. Il y a à faire dans les institutions bruxelloises. Est-ce qu'il faut autant de députés? Est-ce qu'il faut autant de structures? Est-ce qu'ils doivent être payés autant de l'argent? Moi, je peux vous faire un catalogue de 15 pistes pour en trouver. Je ne comprends pas qu'on en a arrivé à ce budget. Et un dernier mot quand même dessus. Ce budget, c'est une sorte... Moi, je le compare un peu à une maison close qui repose sur du sable. Parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'opacité. On a dit certaines choses. Il y avait vraiment un manque de transparence. Et après, on a pris des petites mesures à gauche, à droite. Donc, en fait, on n'assume même pas pleinement son budget. Donc, à un moment, il faut prendre des mesures et les assumer. Bon, on va voir si on va vous engager au prochain gouvernement. Mais en attendant, on va écouter les avis de nos 2 invités politiques. Tous les 2 sont scarbécois. Ça, c'est vraiment un point commun très important. Mais pour le reste, vraiment, tout les oppose. La langue les oppose et la position dans le gouvernement bruxellois et le gouvernement fédéral, puisque l'une est dans l'opposition et l'autre est dans la majorité qu'il et elle entrent.
Nous recevons donc dans les experts aujourd'hui Siltje Van Acter, chef de groupe NVA au Parlement bruxellois. Bienvenue. Bonjour. Et Guillaume Defossé, député fédéral, lui écolo, donc à la Chambre. Merci à tous les deux. Bonjour. Guillaume Defossé, c'est une première dans les experts, donc bienvenue à vous. Alors, donc vous avez entendu et vous avez suivi Siltje Van Acter de très très près, bien sûr, ce budget. Donc vous êtes dans l'opposition à la région bruxelloise, donc je suppose que vous donnez 0 sur 10 à Sven Gatz. Mais surtout, ce que je voudrais entendre de votre part, c'est comment sortir de la situation actuelle de la région bruxelloise, de la situation financière. Je donne 0, oui, c'est clair. Il y a 2 ans, j'ai demandé la démission de Sven Gatz. Il avait promis d'améliorer notre budget. J'avais demandé pour 2 raisons. C'est la Cour des comptes qui pouvait même plus donner un avis sur notre compte, qui est toujours le cas. Et parce que notre schuld, la dette est en train de grimper, ce qui est encore le cas aussi. Nous sommes maintenant 2 ans après, il y a encore tous ces problèmes, il n'a pas résolu les problèmes qui sont là. Donc la première chose pour moi, et c'est encore pire aujourd'hui, parce que la première chose pour moi, c'est avoir un budget correct et transparent. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que même sur le budget 23, ils ne vont plus venir avec un ajustement. C'est un peu technique, mais depuis 1995, chaque année, le gouvernement vient au Parlement avec le budget en cours pour l'ajuster. Parce que nous, on vote un budget pour 24, ça se base des prognoses. Qu'est-ce que le gouvernement... Des prévisions. Des prévisions. Mais en fait, ce budget change, c'est ça que vous dites. Voilà, et il faut le mettre à jour avec la réalité. Et là, on peut discuter. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le gouvernement est en train de faire les économies qu'elle a promis et tout ça? Mais ça existe dans tous les gouvernements. Ça existe partout, mais pour l'instant, cette année-ci, ce gouvernement bruxellois a dit on ne va plus venir cette année avec un ajustement. Donc, il n'y aura pas une discussion sur le budget 23. C'est incompréhensible parce que c'est très important de voir où sont les économies qu'ils ont prévues, qu'est-ce qu'ils ont fait avec toutes les provisions qu'ils ont fait. Donc ça, c'est d'abord avoir un budget. Parce que moi, je veux, c'est mon tâche de parlementaire, de faire le contrôle, et je ne peux même plus faire le contrôle. C'est horrible. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est avoir un budget et pouvoir contrôler. Et puis, évidemment, il y a plein de choses qu'on devrait faire. J'ai entendu déjà plein de choses. Il y a tout un débat des spending reviews. Il y a plein d'institutions qu'on peut... par exemple, dans le logement, il y a 26, 32, je ne sais pas, autant d'associations qui s'occupent de tous de la même chose. Donc, il y a plein de choses à faire. Il y a eu des rationalisations. Oui, et ce n'est pas préparé. Ce n'est pas préparé du tout. Alors, Guillaume Defossé, de votre côté, qu'est-ce que Écolo, qui est au gouvernement bruxellois, dit? Est-ce que ce budget est tout à fait acceptable? Est-ce que vous comprenez ces difficultés? Et comment vous voyez l'avenir? On ne va pas nier qu'il y a des difficultés budgétaires, évidemment, comme dans tous les gouvernements. Et je rappelle quand même que nous sommes passés par des multiples crises, la crise du Covid, la crise de l'Ukraine, qui a engendré la crise énergétique et l'inflation. Donc, on passe évidemment dans une période compliquée, on le sait, et ce n'est pas anormal en soi qu'un gouvernement ait du mal à boucler un budget et que donc effectivement il y ait aujourd'hui un déficit important. Mais je pense que c'est justement en situation de crise comme on connaît encore aujourd'hui qu'il faut que le gouvernement se montre qu'il est capable à la fois de protéger la qualité de vie des Bruxellois et également de protéger l'avenir des Bruxellois. Alors je sais que c'est pas l'idéal évidemment la situation aujourd'hui. Mais l'avenir c'est quoi? C'est des grands travaux? C'est le métro pour Non, vous? je pense juste que, et je suis ravi, je suis moi au fédéral, donc je suis un petit peu moins ce qui se passe au niveau régional, mais malgré tout comme bruxellois, évidemment je m'intéresse. C'est ma région, je vis aussi là-dedans. Ici je vis dans cette région que j'aime. Et je crois que, moi je suis heureux de voir qu'on a maintenu quand même des ambitions importantes, notamment les ambitions en termes de transition écologique. On l'a fait. Dans ce budget, il y a notamment l'augmentation du budget des primes à la rénovation. Alain Marron a réussi à obtenir ça. Il y a aussi l'indexation des prix à la STIB. Oui, mais en même temps, on a garanti qu'il n'y aurait pas de retrait, de diminution de la qualité du service de la STIB. C'est vrai qu'on aurait préféré, attention, l'augmentation fonctionne que ne fonctionne pas pour les budgets spécifiques. Par exemple,
les 18-24 ans, toujours 12 € par an pour les tickets. Mais c'est vrai. Mais alors généralement, les abonnements, c'est généralement les entreprises qui les prennent. Donc il faut aussi pouvoir un petit peu. Enfin, c'est souvent. Mais il faut aussi pouvoir un peu modérer. Très bien. Parce que juste terminer, c'est de dire que, en fait, cette transition écologique qui coûte de l'argent aujourd'hui, c'est vrai. Mais on a des études qui prouvent que l'inaction climatique, ça coûte 5 fois plus. Je prends des chiffres. En Flandre, une étude qui est sortie en Flandre qui disait 1,6 milliard, c'est le coût de l'action en Flandre. Le coût d'inaction, c'est 7,5 milliards. Et donc aujourd'hui, même si ça coûte de l'argent, il faut qu'on le fasse et on continue à le faire. D'accord, mais la transition n'est pas le seul élément du budget. C'est pas le seul élément, je suis bien d'accord. C'est un exemple. Mais c'est un exemple que je prends, mais c'est un exemple que je trouve qui montre à quel point aussi on veut protéger et la qualité de vie et l'avenir des Bruxellois. Et donc il vaut mieux faire un trou de dette pour assurer cela. Ah bah, c'est le trou qu'on fait. C'est un quoi qu'il en coûte, ce que vous dites. Ça sera un trou plus petit que le trou dans 5 ans ou dans 10 ans si on ne fait rien. Donc il y a aussi, c'est aussi de la bonne gestion. Est-ce que c'est de la bonne gestion Non, c'est pas la bonne gestion. Et il faut aussi être clair. Le trou qu'on fait à Bruxelles, c'est pas la crise Covid, c'est pas la crise énergétique ni l'Ukraine. Évidemment, ça a ajouté. Mais si on enlève ça, on a encore la dette qui a explosé. C'est à cause des projets de mobilité. Quand moi je demande au ministre tous les projets qu'on a commencés, combien de financement on a encore besoin dans le futur, ils savent même pas me répondre. Quand j'ai demandé cette semaine-ci encore à ministre Marron, ok, vous dites que vous avez un plan climat qui va réduire les émissions de CO2 avec 47% pour 2030. Oui. Voilà, je sais, donc oui. Combien ça va nous coûter? Est-ce que vous avez budgétisé votre plan? Non, il sait rien. Il n'a même pas il peut même pas me dire. Dans les grandes lignes, pas sur le son près, mais il ne sait même pas dire. Donc, vous dites on doit le faire. Oui, on doit le faire. Mais il faut aussi faire la gestion budgétaire correcte. Il faut aussi faire mais avec responsabilité. Mais vous dites qu'il ne faut pas faire des grosses dépenses, peut-être. Ça veut dire que vous ne voulez plus du métro, que le métro qui va vers Scarbeck. Moi, je suis pour le métro. C'est une grosse dépense. C'est une grosse dépense. Mais je pense que c'est nécessaire. Comment on paye alors Non. 3 milliards d'euros le métro. 3 milliards d'euros, nous n'avons pas l'argent pour payer. Donc vous dites qu'il faut le dépenser, vous dites qu'il ne faut plus dépenser cet argent pour le métro. Je dis juste qu'il faut qu'on soit réaliste et il faut qu'on soit responsable. Aujourd'hui, ce métro, ça coûterait 3 milliards de le terminer. On n'a pas cet argent. Où est-ce qu'on trouverait l'argent? Moi, si certains ont des idées pour le trouver, qu'on me le montre. Le coût d'un kilomètre de métro, c'est entre 150 et 200 millions d'euros. Le coût d'un kilomètre de tram, c'est entre 10 et 30 millions d'euros. Il faut faire des choix à un moment. Mais on nous dit qu'on amortit ça sur une plus longue période que peut-être un musée ou peut-être autre chose. Romuald Lamorté. Aux habitants des quartiers, une fois qu'on a commencé, qu'on va pas terminer. Non. C'est quand même délicat. Moi, il y a quand même. Je dis pas qu'on va. Pardon, pour être bien clair, je dis pas qu'on va pas terminer ce qu'on a commencé. On a commencé, on termine. Mais c'est l'extension du métro qui n'est pas. Romuald Lamorté. Quand on annonce quelque chose, pour moi, il faut aller au bout d'ambition. Mais il y a quand même deux éléments aussi qui me perturbent dans ce budget. On l'a parlé brièvement, c'est la Cour des comptes, qui est quand même l'organisme qui surveille les budgets. 3 années d'affilée qu'elle ne peut pas certifier les comptes bruxellois. Alors il y a un excellent article de Pauline de Glum dans l'Écho qui met en évidence que c'est des problèmes informatiques. Excusez-moi, mais en 3 ans, si on ne sait pas résoudre des problèmes informatiques à la région bruxelloise... on ne les a pas résolus au parquet. Hein. Non, mais on en parlera tout à l'heure. C'est pas normal. Donc il y a quand même un problème d'informatisation de nos structures publiques de toute évidence. Et moi, le deuxième point qui me pose problème, c'est qu'on dit souvent... On n'a pas d'argent, c'est compliqué à Bruxelles. Ah oui, mais pourtant j'ai vu que les fameux Win for Life des hauts fonctionnaires, on a pris une mesure transitoire. Donc on a corrigé cela, mais on n'a pas été totalement au bout. Donc on aurait pu, entre guillemets, priver tout le monde. Donc à un moment, Bruxelles n'a pas d'argent, mais conserve certains dispositifs qui ont été fort contestés. Est-ce que ça, c'est pas un peu une goutte d'eau par rapport... Est-ce que c'est pas un peu populiste de dire ça? Non, parce que c'est une petite goutte d'eau, il y en a plusieurs comme cela, et on pense finalement, ça crée un vase, moi je pense, et il y a pas mal de petites choses comme ça, et c'est aussi un signal aux gens que vous devez donner. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de problèmes en termes de transparence aussi. Oui, la réponse, Guillaume. Je suis d'accord sur le signal à donner. Quand on rationalise, on doit rationaliser, c'est sûr, certaines choses dans la région pour que ça coûte moins cher. Mais
le win for life des fonctionnaires, c'est pas ça qui va payer le métro à 3 milliards. Mais en termes de signal, je trouve que c'est oui, malheureux. Évidemment, mais bon, voilà. Le point sur la Cour des comptes est aussi un point inquiétant. Ah oui, il faut qu'on ait un système informatique qui fonctionne, c'est sûr. Et donc là, aujourd'hui, c'est un point très important du budget que vous voudriez pointer, parce qu'il nous reste peu de temps sur ce sujet-là. Non, il y a plein de choses. Il faut faire le débat sur les tâches que le gouvernement doit faire. Et puis, il faut trouver des économies. On ne peut pas tout faire. Par exemple, aussi, en matière d'emploi, il faut mettre beaucoup plus de Bruxellois à l'emploi. Et pas comme on fait aujourd'hui avec subsidier des emplois qui ne marchent pas. Vous savez, le budget d'Actiris ou le budget de Claire Failly pour l'emploi est autant qu'on a en Flandre pour beaucoup plus de gens. Donc, il y a vraiment des économies à faire, d'autres politiques. Il y a beaucoup de chômeurs à Bruxelles. Oui, mais c'est pas ça pas payé par Bruxelles. Donc, il y a beaucoup de subventions à l'emploi. Ça, c'est un modèle qui ne fonctionne pas. Alors, je voudrais quand même savoir aussi, Sietske van Achter, parce qu'on a beaucoup parlé, les autres semaines, on avait déjà parlé du rôle du fédéral. Est-ce que le fédéral peut pas être plus généreux avec Bruxelles, qui fait déjà beaucoup de choses par rapport au pays? Est-ce qu'on ne peut pas donner plus de moyens à Belliris, par exemple, ou aider davantage? Que pense le NVA Bruxelles de cela? Est-ce qu'il suivrait les autres partis bruxellois pour une demande de davantage de moyens? Moi, je demande pour Belliris, je demande que le montant qu'on utilise à Belliris, qu'on utilise vraiment pour le métro. Il y a encore plein de Donc projets. on augmente alors la dotation de Belliris, ou pas? Qu'on utilise cette dotation Belliris pour le métro. Donc pas d'augmentation. En fait. Moi, j'ai aucun problème de demander au fédéral, vous donnez plus d'argent à Bruxelles. Moi, tu vois, moi je veux que Bruxelles soit financée de manière correcte. Ouais. Donc vous êtes d'accord pour une augmentation? Je ne suis pas demandeur. Moi, tu vois, c'est pas la question. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être le mauvais élève de l'école avec un budget même pas certifié par le Cour de compte, avec plein de réformes qui ne sont pas faites, et puis venir au fédéral demander. Ça, moi, je suis contre. Aussi pour Belliris, on ne peut pas dire on va demander et puis pas. Il faut faire ça sérieux, avec du sérieux, il faut préparer les dossiers et discuter et pas utiliser Belliris pour plein de projets qui doivent être faits par les communes, les piscines. Donc vous voulez focaliser par rapport au métro. Guillaume Defossé. Belliris, ça sert à quoi? Ça sert à ce que Bruxelles puisse assumer son image de capitale et puisse donc compenser voilà, les désavantages, entre guillemets, ou les difficultés liées au rôle de capitale de la Belgique et même de triple capitale de Flandre et d'Europe aussi. Et donc, cet argent-là, il sert pour le moment à plein de projets. Et moi, et des projets très intéressants, de rénovation des bâtiments, de logements, ça, c'est des projets qui sont extrêmement intéressants. Moi, je suis effaré quand j'entends qu'on me dise il faut que tous ces projets disparaissent pour faire que du métro. Mais le métro, ça ne sert pas, ça ne va pas forcément être plus avantageux pour l'ensemble des Bruxellois. Vous pensez qu'il n'y a pas de piscine dans des autres villes ou des autres communes? Ça n'a rien à voir avec des capitales. Tu vois, c'est pas le fonds Belliris, c'est pour le rôle international, les grands enjeux des capitales. Ce sont les projets de mobilité, tout ça. Mais les piscines, les logements, c'est les autres, c'est les communes, c'est la région qui doivent prendre... C'est 300 000 nafteurs qui viennent à Bruxelles chaque jour et qui utilisent les infrastructures de Bruxelles. Heureusement qu'ils viennent. Bien sûr qu'ils viennent, mais donc, pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas à une fiscalité plus intelligente, notamment en lien avec la mobilité, qui permettrait de refinancer une partie de Bruxelles? On ne va pas rouvrir ce débat, on l'a déjà traité, mais vous avez raison, on l'a déjà fait, on en a déjà parlé. Sur le lieu de travail. Voilà. Ça, c'était effectivement l'idée de Rudy Verwoerd lors de la déclaration régionale. Il faut d'abord être correct et faire vos propres comptes. On a entendu votre point, Sietske van Achter. On va passer à présent à notre deuxième sujet. Depuis le 9 octobre, la communauté juive a vu sa sécurité renforcée à Bruxelles et dans tout le pays. Quelques jours plus tard, les premiers actes antisémites étaient relevés à Bruxelles et l'Union des étudiants juifs alertait déjà sur leur inquiétude sur le campus de l'ULB. Reportage d'Anaïs Corbin et Béatrice Bourtou. Une affiche faisant l'amalgame entre sionisme et nazisme, c'est ce qui était placardé jeudi matin sur la façade de l'hôpital Saint-Pierre. Boulevard de Waterloo, c'est devant ce magasin que les juifs étaient assimilés à des terroristes. Même chose plus loin, place Stéphanie ou encore dans le hall d'entrée d'un immeuble au centre-ville.
On est autour d'une 30aine de signalements depuis le 7 octobre, alors que l'année passée, nous avions entre 4 et 5 signalements d'antisémitisme par mois. Pour les faits les plus graves, ce sont des agressions physiques de personnes identifiées comme juives. Nous avons d'autre part un autre type de phénomène, ce sont des personnes individuelles qui sont menacées par des propos, des injures. Près de l'ULB, des affiches des otages israéliens avaient aussi été déchirées, des événements qui instaurent un climat de peur dans lequel vivent les étudiants de confession juive. On doit se cacher, on ne peut pas être nous-mêmes, on ne peut pas sortir sur le campus avec un Magen David, avec une kippa, on doit faire attention, on ne peut pas parler à nos amis en cours du conflit israélo-palestinien, il faut éviter tout ça. Et après, croire que l'antisémitisme aujourd'hui, il a réapparu soudainement, c'est faux aussi. L'antisémitisme a toujours été là, mais il fallait juste un bon prétexte pour les antisémites de devenir antisémites, ou en tout cas d'exprimer leur antisémitisme. Une inquiétude partagée aux autorités politiques et académiques, mais les étudiants juifs dénoncent un dialogue de sourds. On a, nous, étudiants juifs sur les campus, une cible sur le front et dans le dos. Ils le savent. Alors qu'est-ce qu'on veut ? On veut qu'ils agissent. On veut qu'ils prennent des mesures aujourd'hui. On veut qu'ils arrêtent avec leurs paroles. Alors ils sont très sympathiques, ils nous rencontrent, on a des discussions, mais on n'a aucun acte. On n'est pas en sécurité et il faut agir. Des actes signalés dans nos rues auxquels il faut ajouter des centaines de messages sur les réseaux sociaux. Des signalements qui ne donnent pas forcément lieu à une plainte à la police. Les auteurs de ces actes ne sont pas toujours identifiés. Tant que les auteurs ne sont pas identifiés, on n'a pas d'idée sur le profil en question. Ce n'est qu'au cours de l'enquête qu'à un certain moment, le profil se dessine de manière un peu plus précise. La question de savoir est-ce que c'est surtout les communautés arabo-musulmanes qui sont responsables de ce type de propos. C'est des choses qui arrivent, mais ce n'est certainement pas systématique. Une hausse des actes antisémites qui a des conséquences réelles en témoigne le renforcement de la sécurité autour des institutions juives. Alors depuis lors, l'université a lancé un appel au calme et au respect de tous. Philippe Claus, vendredi, a sonné l'alarme. Alors comment lutter contre l'antisémitisme ? Je vais vous donner les chiffres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que la UNIA a donné des chiffres globaux, et les chiffres sont plus importants côté flamand que côté francophone. Donc on est à 17 incidents antisémites depuis le 7 octobre relevés en Wallonie à Bruxelles par UNIA, une vingtaine par le site antisémitisme.be, et 3 incidents de racisme anti-arabe signalés à UNIA sur la même période. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'importation d'un conflit ou d'antisémitisme systémique dans la capitale ? Parce que ce n'est pas nécessairement nouveau. Vanessa Lullier. Oui, non, c'est sûr que c'est pas nouveau. Enfin, ça fait de toute façon au moins une vingtaine d'années que c'est déjà que c'est le cas. Ici, c'est x5. Mais c'est vrai qu'ici, c'est x5. Donc, évidemment que c'est lié de toute façon à cette attaque du 7 octobre et au conflit qui est reparti. Mais il faut protéger. On ne peut pas avoir des gens aujourd'hui, de toute façon, en Belgique, qui ont peur de se montrer comme ils ont envie d'être aussi, quel que soit d'ailleurs, que ce soit aussi bien pour l'antisémitisme que pour d'autres communautés, à partir du moment où on est libre de circuler comme on veut. Romuald Lamorté. Jean-Jacques, soyons très clairs, l'antisémitisme, c'est pas nouveau. En Belgique, je vais vous ressortir quelques chiffres. En 2021, et selon un rapport de l'Association des Juifs européens, un Belge sur 4, voire sur 5, se montrait modérément à fortement antisémite. Et j'ai été beaucoup plus loin dans l'histoire. J'en ai téléphoné à Axel Tixon, professeur bien connu de l'histoire des deux guerres. Il me disait que déjà dans les années 40-45, le Belge, c'était connu. Il y avait beaucoup de relents antisémites dans la société. Je vous mets encore un autre exemple. On est en 2004, il y a une résolution du Sénat qui dit « Attention, les influences, le conflit israélo-palestinien est en train d'avoir une vague d'actes antisémites en Belgique. » Il y a eu en 2021 l'agression du grand rabbin à Bruxelles. En 2003, il y a eu plusieurs jeunes, 4 jeunes qui avaient été agressés. Donc, en fait, ce n'est pas nouveau qu'il y a des actes antisémites. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est déplorable, mais on a un peu l'impression tout d'un coup de redécouvrir, que certaines choses sont importées ici, mais ce n'est pas neuf. On est peut-être à un moment aussi de risque d'instrumentalisation, et je voudrais en parler avec vous, Guillaume Defossé. Est-ce qu'il n'y a pas parfois certains partis qui en profitent d'un côté ou d'un autre pour essayer de mettre ça sur, peut-être, ou de le mettre carrément dans la campagne électorale, et de se dire qu'il y a peut-être moyen d'avoir des gains électoraux en parlant soit d'antisémitisme, soit de conflits internationaux? D'abord dire que c'est évidemment extrêmement préoccupant. Quand j'entends ces témoignages-là, je suis glacé d'effroi. Et je pense qu'on devrait tous l'être. Ce qui se passe, je comprends et je veux comprendre qu'on ait une grande émotion quand on voit les images de ce qui se passe sur place.
Parce qu'effectivement, les attentats terroristes suivis de la riposte sanglante d'Israël fait qu'il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de colère qui se crée. Mais qu'on puisse... Mais il y a d'autres conflits dans le monde. Inacceptable. Il y a d'autres conflits dans le monde qui ne suscitent pas ça. Hein. C'est vrai. Et ce qui est inacceptable, c'est qu'aujourd'hui, certains se disent Israéliens égale juifs, musulmans égale palestiniens, et donc... Palestiniens égale Hamas. Ou palestiniens égale Hamas. Et ça, c'est évidemment, mais c'est insupportable, insupportable. Ça fait longtemps que moi je milite pour une paix juste et durable en Palestine et en Israël. Ça fait très longtemps. Moi, dans mes compagnons de route, j'ai eu des gens de toutes les nationalités et de toutes les confessions, y compris des confessions juives. Donc on ne peut pas, c'est inacceptable de faire ce mélange-là. Est-ce que certains maintenant veulent importer le conflit ? Je pense que le conflit s'importe un peu tout seul et que donc les partis réagissent par rapport à ce qui est occupé à vivre aujourd'hui. Oui, mais mettre le feu plutôt que mettre de la nuance et de la raison, est-ce que c'est le rôle des politiques ? On a entendu plusieurs dérapages dans plusieurs partis. Je ne vais pas les nommer particulièrement. Moi, j'espère mais est-ce que vous trouvez que le rôle du politique, c'est pas plutôt d'être rationnel et de trouver des solutions ? Moi, j'espère bien que tous les partis ont en tête l'idée, enfin, cette idée qu'ils ont une responsabilité et qu'ils n'ont pas à mettre le feu aux poudres. Certainement pas. Au contraire, il faut ramener de la sérénité, il faut être clair dans les propos qu'on utilise, bien sûr, et c'est utile et c'est indispensable aujourd'hui pour ne pas justement qu'on se retrouve avec des situations où des gens, des Belges, ou même des non-Belges d'ailleurs qui sont en Belgique, aient peur de se déplacer dans la rue. Ça, c'est évidemment inacceptable. Sylche Van Achter, sur ce sujet de l'antisémitisme, de la lutte contre l'antisémitisme. Oui, je suis du même avis. Aussi, vendredi, les écoles flamandes, mais aussi à Bruxelles, ils ont aussi tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a beaucoup plus de radicalisation ou de polarisation dans les écoles, pas seulement antisémites, mais aussi homophobes. Et donc, c'est quelque chose qui joue. Et je trouve aussi, comme femme politique, qu'on peut vraiment pas importer ce conflit à Bruxelles, parce qu'on a une grande communauté juive, aussi une grande communauté palestinien ici, ou aussi beaucoup de jeunes qui s'identifient aux Palestiniens. Donc c'est clair qu'on doit être très très prudent là-dedans. Et moi, ça me rend triste quand je vois que pas tout le monde a la même approche. Oui, mais comment vous jugez, par exemple, l'attitude du gouvernement fédéral par rapport à cette situation-là ? Est-ce que là, vous trouvez que le gouvernement fédéral réagit bien, Sylche Van Achter ? Oui. Là, moi, je ne le suis pas de trop près. Oui. Je sais que c'est difficile, en fait, d'avoir la bonne balance. Et je sais aussi que mon parti, nous voulons vraiment une paix. Et mon parti, ça concerne un conflit extérieur. Je dirais en Belgique, ici, la ministre de l'Intérieur a dit on va renforcer la sécurité. Est-ce que c'est suffisant ou pas ? Oui, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ? Ça fait plus que ça. Oui, il y a eu des renforts pour Anvers, par exemple. Je sais qu'à Anvers, ils demandent que l'armée puisse aussi renforcer la sécurité, que c'est nécessaire. Mais pour être honnête, pour Bruxelles, je ne sais pas si les renforts sont assez ou pas. Là, je n'ai pas les données, mais c'est clair qu'on doit nous sommes ici une communauté. On doit vivre en respect l'un vers l'autre, quels que soient les conflits. Avec nos valeurs et normes, et respecter nos valeurs. C'est ça, pour moi, vivre ici à Bruxelles. Et c'est ça le plus important. Fédéral, parce que vous suivez ça davantage. Donc au-delà des mesures de sécurité qui sont évidemment urgentes à prendre pour éviter qu'il n'y ait des incidents dramatiques qui puissent se passer, et j'espère qu'il n'y en aura jamais, je touche du bois. La secrétaire d'État à l'égalité des chances, Marie-Colline Leroy, a notamment relancé le mécanisme de coordination contre l'antisémitisme récemment. Donc elle a réuni les parties prenantes, on va dire, pour essayer d'établir quelles sont les pistes à mettre en place, quelles sont les actions à mener pour lutter contre l'antisémitisme, notamment aussi, parce que c'est aussi peut-être là où ça se retrouve le plus souvent peut-être, ou en tout cas dans le plus souvent, c'est en ligne. Parce qu'aujourd'hui, dans le reportage, on le dit aussi, beaucoup de gens sont en ligne, ont l'impression qu'ils ont le droit de tout faire parce qu'ils sont anonymes ou autres. Et il y a une impunité par rapport à ces propos. Il faut dire qu'il n'y a pas d'impunité, parce qu'ils peuvent être poursuivis.
Ils peuvent être poursuivis, mais dans les faits, aujourd'hui, on voit que beaucoup ne sont pas poursuivis et que donc c'est une vraie difficulté. Et là, je veux souligner le travail de Marie-Caroline Leroy qui essaye aujourd'hui aussi de réunir des personnalités qui sont connues pour leur travail sur le dialogue, sur la paix, qui viennent de différentes confessions, de différentes communautés. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et ce qui est important aussi, pour terminer, ça doit venir que du fédéral. C'est évidemment un mécanisme interfédéral qui doit être mis en place, parce qu'en fait, les compétences d'enseignement, de culture, les compétences liées aux institutions de quartier, etc. Cette semaine, il y a eu une fiche pédagogique qui était remise aux enseignants. Mais Guillaume Defossé, avant de donner la parole à Romuald Lamorté là-dessus, je voudrais vous poser une question, parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé. Il y a eu un communiqué d'écolo au niveau fédéral demandant toute une série de sanctions à l'égard d'Israël. Et je n'ai pas vu le même communiqué de sanctions à l'égard du Hamas, et je n'ai même pas vu de demande de libération des otages dans ce communiqué. Je peux vous dire, je l'ai même relu avant d'arriver ici. On demande expressément la libération des otages. Ça, c'est dit clairement. Très bien, je me suis soyons bien clairs par rapport à ça. En fait, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas de sanctions contre le Hamas? Alors, le Hamas est une organisation terroriste reconnue par l'Union européenne. Ça, on le sait. Mais nous n'avons pas reconnu par tout le monde. Nous n'avons pas de relations diplomatiques avec le Hamas. Nous n'avons pas de relations... on a avec Israël. Aujourd'hui... Le Hamas et Israël ne respectent pas le droit international, mais on ne peut pas les mettre sur le même pied. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ces relations-là. C'est vrai, mais il y a deux parrains, par exemple le Qatar et l'Iran, qui sont clairement des soutiens du Hamas. Les sanctions contre l'Iran, il y en a déjà, donc on continuera. Mais le Qatar, par exemple, il n'y a pas beaucoup de sanctions. Le Qatar, c'est intéressant. Et je rappelle quand même que pendant la Coupe du Monde du Qatar, nous étions les seuls partis ici à demander un boycott de la Coupe du Monde. On était au début les premiers. Bon, après, les autres... Bref, vous dites qu'il n'y a pas de moyen d'agir sur le Hamas, c'est ça que vous dites en fait. Alors il y a des moyens, bien sûr, il faut enquêter aussi sur le Hamas, il faut qu'on trouve les moyens de les stopper, de stopper leur folie meurtrière, mais comme on doit aussi pouvoir trouver un moyen d'empêcher Israël de commettre ce qui ressemble de plus en plus à des crimes de guerre, des crimes, voire même contre l'humanité. Il faut aussi qu'il y ait là, je pense qu'il faut qu'une cour de justice indépendante le tribunal pénal international puisse se saisir de cette question. Romuald Lamorté, un dernier point. Deux mini-éléments. Attention à ce qu'on dit. Il y a eu pas mal de gaffes politiques dans plusieurs parties de la société civile. Moi, je trouve quand même les hauts placés du gouvernement ont été à la hauteur quand on entend les déclarations d'Alexander De Croo, d'Adjal Habib, de Caroline Genet, notamment, encore de Ludivine de Nonder par rapport à ça. Quand vous regardez ces 4 déclarations-là et le reste parfois de la classe politique, je trouve qu'eux, du moins, ont une position où tout le monde pouvait se retrouver, loin parfois des jeux politiques. La deuxième chose, c'est qu'il faut un peu dépasser les constats. Les constats qu'il faut plus de dialogue, qu'il faut s'améliorer, qu'il faut lutter contre l'antisémitisme, c'était déjà sous Loreton Konings en 2004. Donc maintenant, on est quasiment 20 ans plus tard, il faut aller beaucoup plus loin. En tout cas dans le dialogue. Alors, j'ai une nouvelle rubrique qui s'appelle Yaka Faucon, c'est-à-dire la situation est simple finalement. Donc, il suffit de faire quelque chose. Et on va prendre comme exemple le conflit au Proche-Orient, qui est certainement un des problèmes les plus simples qui existent, puisque pour arrêter le conflit entre Israël et le Hamas, il suffit, que Joe Biden l'exige, il suffit de boycotter des produits israéliens, il suffit, autre idée, d'assurer la sécurité des deux populations, israéliennes et palestiniennes, ou encore il suffit de libérer les 242 otages détenus par le Hamas, ou il suffit d'arracher des affiches en rue. Alors, je vais vous demander à vous, parmi ces propositions, est-ce qu'il y en a une qui vous semble être peut-être une bonne idée pour arriver à une solution? Guillaume Defossé. Alors, je suis désolé, mais il manque l'essentiel. Dites-moi. Il faut respecter le droit international. Le droit international interdit la colonisation, le droit international interdit la prise d'otages, le droit international... Donc il faut qu'on respecte le droit international, ça va être notre seule boussole. Et ici, je ne vois pas dans les propositions qui sont ici, mais je propose de rajouter ça parce que le respect du droit international, c'est ce qui permettrait d'avoir ce qu'on cherche tous, ce que certains cherchent, c'est 2 États qui puissent vivre en coexistence l'un à côté de l'autre, en coexistence pacifique. Après, on pourra juger quelle est la plus facile de ces affirmations à obtenir, bien sûr. Sitje Van Acteur, dans ses propositions, et la 6e proposée par Guillaume Defossé. Moi, je prendrais assurer la sécurité des deux populations. Moi, je pense qu'il faut avoir 2 États c'est ça la solution. Vivant en sécurité. Qui vivent en sécurité et qui a la paix durable. Sans les 2 États, ce sera pas possible. D'un conflit, on va passer à un autre. Ce qui est le résultat du droit international. Si on respecte le droit international, on arrive avec 2 populations d'un côté de l'autre qui vivent en sécurité. C'est clair, l'international a un rôle à jouer là-dedans, ça c'est clair.
Très bien. Alors, je voulais quand même montrer aussi, la région des Hauts-de-France a décidé d'afficher les photos des otages, comme on le voit ici. Ici, chez nous, on se rend compte, et en France aussi, parce qu'il y a des otages français. En Belgique, il se fait qu'il n'y a pas d'otages belges, il n'y a pas de décès, même parmi les Belges qui auraient une double nationalité ou pas. Pour l'instant, à Gaza, je crois qu'il y avait un blessé, mais de nationalité belge. Mais je vais revenir à un autre conflit. Celui entre l'Ukraine et la Russie. Là aussi, on pourrait faire le même exercice, et on verra si vous répondez la même chose, Guillaume Defossé. Il suffit, que Xi Jinping l'exige, il suffit de sanctionner économiquement la Russie, il suffit d'assurer la sécurité des deux populations, il suffit que les Russes quittent l'Ukraine, ou il suffit de dénazifier l'Ukraine. Je vais demander d'abord à Silche Van Acter. Oui. Que les Russes quittent l'Ukraine, peut-être, ce sera le préalable, oui. Et vous, Guillaume Defossé ? Une boussole pour tous les conflits, le droit international. Et donc, effectivement, ici, si on assure le droit international, on assure la sécurité des deux populations, les Russes quittent l'Ukraine, et on règle le conflit. C'est du Yaka Faucon. C'est du Yaka Faucon. Voilà, c'était le nom de la rubrique, donc vous l'avez bien respecté, merci. Donc, leçon de tout cela, les situations ne sont pas noires ou blanches, mais complexes et appellent à la nuance. Et avec toutes ces guerres, Guillaume Defossé, est-ce qu'on n'oublie pas un peu les sujets climat ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre sujet climat, qui est un sujet de prédilection pour Écolo, passe tout à fait à la trappe ? Je pense en tout cas que toutes les guerres ne sont jamais bonnes pour le climat. Ça, en règle générale, tant d'ailleurs le climat qu'on respire dehors que le climat politique. Mais bon, voilà. Je pense que évidemment, ça crée des nouvelles inquiétudes pour la population, ça crée de nouvelles choses qui peut-être se rajoutent à la question climatique, mais quand on voit les sondages d'opinion sur ce qui intéresse les gens, le climat reste toujours, et surtout les jeunes, reste toujours quand même très très haut placé. Donc ça, il faut quand même... Je ne dirais pas que ça efface la question climatique, loin de là. Je poserai la même question à Silche Van Acter. Les questions communautaires, les questions de revision de la Constitution, est-ce que ça passe pas un peu à la trappe pour l'instant ? Non, il suffit de regarder Vivaldi et comment il réagit. Et le dossier communautaire est encore là, il est très vivant, je trouve. Eh bien, on verra au moment de la campagne électorale. Alors, je vous propose à présent, dans nos têtes d'affiche, une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actu de la semaine. À vous de choisir celle qui vous inspire en bien ou en mal. Et on commence par Silche Van Acter. Fouad Haïdar, le président du Parlement bruxellois néerlandophone qui dérape en comparant Gaza à Auschwitz. Bart Somers, le bourgmestre de Malines qui a quitté son poste de ministre flamand. Donald Trump en tête des procès et des sondages, et Adamo, 80 ans, la santé fragile, mais avec une très grande motivation pour continuer à chanter. Alors, qui choisissez-vous ? Fouad, Bart, Donald ou Salvatore ? C'est difficile, mais vous êtes toujours... Oui. Mais je les ai choisis pour vous. Non, je prends M. Haïdar quand même. Mais vous vouliez qu'il démissionne de son poste de président de la VDC ? Parce que... Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il s'est excusé. Vendredi, il s'est à peu près excusé. Il n'a pas siégé. C'est la vice-présidente qui a choisi la plénière de notre Parlement. Donc, il a fait un pas de côté. Oui, il a fait un pas de côté. Mais c'est un peu difficile parce qu'il est président d'un conseil, d'un parlement, petit parlement des Flamands à Bruxelles. Et il a vraiment fait des propos choquants. Et il faut savoir où vous êtes parlementaire et vous avez la parole libre, ou vous êtes président d'un conseil, d'un petit parlement. Et je n'ai pas entendu ce qu'il va faire avec sa présidence. Donc, je reste un peu... Vous êtes vigilante. Oui, oui. Alors, vous, Guillaume Defossé, je vous en propose 4 autres. Aed Tamimi, une militante arrêtée en Cisjordanie, militante palestinienne. Jean-Pierre Verhegen, grand poète de la Fédération Wallonie-Bruxelles, disparu cette semaine. Antoine Wouters, le prix Rossel pour son roman nostalgique. Ou encore Mohamed Amoura, l'attaquant de l'Union du ballon à la bicyclette. Il marque en championnat toutes les 50 minutes. Qui choisissez-vous ? Aed, Jean-Pierre, Antoine ou Mohamed ? Je
C'est un peu plus diversifié. Tout à fait. Je dois faire une confidence, je n'y connais rien au foot. Et donc, vous m'apprenez un nom. Donc voilà, mais c'est très bien. Et donc je sais que pour un politique, c'est très très mal de dire ça. Non. Mais si, il paraît qu'on doit aimer le foot quand on fait de la politique. Mais j'avoue que moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais... Oui, mais le crossing de Schaerbeek n'étant pas encore en première division. Ouais, c'est chouette. Voilà, exactement. Là, voilà. Peut-être que je m'intéresserai à la question. Non, je crois que je vais prendre Aed Tamimi parce que... parce que c'est une personne qui s'est fait arrêter, et c'est pas la première fois qu'elle se fait arrêter, pour des raisons qui sont injustes. En réalité, c'est une militante qui milite pour la paix en Palestine. Alors, peu importe les positions qu'elle prend... Voilà, elle a fait une déclaration un peu comme monsieur... voilà, c'est ça. Donc là, ici, c'est une question, mais c'est à peu près la même chose. je veux utiliser cette personne surtout pour parler de ce qui se passe aussi en Cisjordanie. Parce qu'on oublie, en fait, ce qui se passe en Cisjordanie, où la colonisation est toujours active, les colons sont de plus en plus violents. Il y a eu beaucoup de morts, déjà, depuis le début de la guerre qui commence à Gaza, mais aussi en Jordanie. Et en fait, on oublie ce qui se passe là, mais là aussi, c'est très inquiétant. Donc voilà, c'est pas spécialement elle que je veux défendre, mais je veux mettre le focus plutôt sur la l'occasion Cisjordanie. de parler de ça. Voilà. Rapidement, 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi, vous a énervé. Octobre, le plus chaud. Les punaises de lit à Bruxelles avec l'accueil des SDF qui en souffrent. L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, on en a parlé cette semaine, c'est un pas important qui a été posé. Anne Frank, non inclusive en Allemagne, une crèche Anne Frank qui veut changer de nom. Et l'Arabie Saoudite, hôte de la Coupe du Monde 2034, football, car la seule candidate, mais ça, on sait déjà que ça n'intéressera pas Guillaume Defossé, parce que c'est du foot. Guillaume Defossé, c'est aussi de la politique. Choisissez une de ces infos. Et du climat. Qu'est-ce qui vous ravit? Choisir, c'est compliqué. Je dois avouer que l'octobre le plus chaud, le climat, tout ça. Mais oui, je sais d'en choisir une seule. Alors, je vais prendre quand même Anne Frank, non inclusive parce que c'est d'une bêtise tellement abyssale. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut nier l'histoire et effacer, en tête de vouloir effacer l'histoire, surtout dans ce moment-ci, c'est vraiment faire un jeu qui est inqualifiable. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse effacer cette personnalité qui est une victime du nazisme et qui, aujourd'hui, ne serait pas inclusive parce que, elle aurait choisi un camp, mais de quel camp on parle, de quoi on parle, ça n'a aucun sens. Et puis, elle est morte, et c'est une histoire universelle. Oui, elle est morte, c'est ce que j'ai dit, bien sûr. Voilà, c'est ce que je disais, mais donc, on l'accuse de quoi exactement? Pourquoi elle ne serait pas inclusive? C'est quelque chose que je ne comprends pas, vraiment. Et vous, Silje Van Acter, qu'est-ce que vous choisissez? Bof. Peut-être le football. Oui. Pourquoi? Alors, moi, j'aime bien le football. Oui, et vous êtes pour l'Arabie Saoudite qui sera l'hôte de la Coupe du Monde, parce que c'est le seul candidat. Oui, le seul candidat. Oui, je trouve ça un peu... On va refaire le coup du Qatar? J'ai peur de ça, oui, que c'était pas bien passé au Qatar. Tous les morts avec les stades qui ont été... pendant les travaux. L'Arabie Saoudite... Le truc, c'est qu'il y a autant d'argent qui joue dans ce sport et c'est ça qu'il faut se poser parfois les questions sur ça. Et tous, on aime tous le football et regarder le football et continuer. Moi, j'aime bien le football. J'essaye d'aller à Crossing Schaerbeek, il faut venir une fois. C'est vraiment chouette. Et donc... c'est un monde devenu trop business. Oui, ça veut vraiment... On pourra recycler toutes les campagnes de boycott du Qatar en boycott de l'Arabie Saoudite. C'est le recyclage, finalement, c'est toujours bon. Et on sait que le boycott, ça n'a pas toujours... parce qu'on est arrivé trop tard. Alors, je vous propose de revenir à Bruxelles pour parler de l'état de la justice à Bruxelles. Alors, il y a eu des couacs dramatiques, de la lenteur chronique, des plaintes de magistrats, des plaintes d'avocats, un cadre augmenté mais pas rempli. Qu'est-ce qui coince? On dit beaucoup que c'est parce qu'il y a une exigence de bilinguisme pour des magistrats qui doivent absolument parfaitement bien parler les deux langues, alors que la majorité des affaires devraient être traitées en français. Alors, je m'adresse tout de suite à Silje Van Acter. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y ait des magistrats vraiment purement francophones ou très peu bilingues pour que ce cadre soit enfin rempli? Parce qu'on ne trouve pas de candidats. Non, ça c'est quelque chose de difficile, hein, vraiment. Évidemment, il faut remplir les cadres. Oui. Et ce qu'on voit maintenant, c'est
ce que le gouvernement fédéral a fait. Et le Cour constitutionnel a déjà dit que ce n'est pas correct. C'est la nomination du chef du parquet, ce sera toujours un francophone. Toujours un francophone. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Parce que les néerlandophones ne sont pas assez bien, ils ne peuvent pas faire le job. Donc, il faudra, c'est clair, ce sera difficile de trouver des gens bilingues. Il faut qu'investir dans l'éducation beaucoup plus. Oui, Moi, je vois ça... Oui, mais ça veut dire que c'est dans 20 ans qu'on aura un cadre Non, c'est pas rempli. dans le 20 ans. Les écoles néerlandophones à Bruxelles, il y a 20% des enfants qui vont dans les écoles néerlandophones, ils sont bilingues quand ils sortent. Donc, c'est très possible. Je le vois dans les communes, c'est la réalité. On ne trouve pas ces gens. Il y a aussi la réalité qu'il y a la maison des langues flamandes ici à Bruxelles qui offre des cours de langue et qu'il y a des communes qui veulent pas... Est-ce que c'est pas un déni de réalité, ça? Non, c'est de dire que, bah oui, il y a des cours, c'est vrai, vous avez raison, mais là, la réalité, c'est qu'on n'arrive pas à remplir ce cadre. Est-ce que c'est vraiment le problème de la langue pour remplir ces cadres? Moi, j'en sais rien, quoi. Vraiment... Mais est-ce qu'il faut pas plutôt privilégier, à ce moment-là, un bilinguisme de l'institution plutôt qu'un bilinguisme des personnes? Pour moi, l'important, c'est que le service est bilingue. Hein. Et on connaît la réalité aujourd'hui sur le terrain, à la police. On connaît. Moi, je reçois plein de plaintes des gens qui vont dans le commissariat et il n'y a aucun... Parce que le néerlandophone de service n'est pas là, il n'y a aucune personne en néerlandais qui peuvent l'aider. C'est ça le recours au terrain. La justice, c'est dans l'autre sens. Hein. Le problème est plus pour les francophones que pour les néerlandophones en matière de justice, puisque les affaires ne sont pas traitées. Puisque les magistrats néerlandophones ont beaucoup moins de travail que les magistrats francophones. C'est le problème pour tout le Bruxelles, hein, parce qu'il y a eu 7000 CEPO des dossiers l'année passée, en 22, des dossiers qui n'ont pas été traités. Si la justice ne fonctionne, tout le monde est... Oui, mais quand on a séparé Bruxelles et Alvilvoorde. À Alvilvoorde, on voit que ça va très bien, ça se passe bien, c'est unilingue, les dossiers vont vite et tout ça. À Bruxelles, c'est une catastrophe. C'est pas nouveau, non plus, ce débat des exigences linguistiques. Vous allez dire que je refais encore un cours d'histoire, mais dans les archives du Parlement fédéral... Je vais vous appeler, c'est pas nouveau. Non, mais en 1997, on en parlait déjà. Est-ce que les exigences linguistiques ne sont pas trop élevées? Eh ben voilà, 26 ans plus tard, on a encore le même débat. À un moment, il faut peut-être se dire s'il ne faut pas un peu plus de souplesse, mais je pense que l'ensemble de la classe politique doit quand même se regarder dans le miroir dans cette histoire. Il n'y a pas de place pour la souplesse. Guillaume Defossé. Oui, apparemment. Sur la question du procureur du roi, donc effectivement, la Cour constitutionnelle a retoqué la proposition. Aujourd'hui, d'après mes informations, il y a un texte qui est envoyé au Conseil d'État. Le gouvernement donc un nouveau texte. Donc le gouvernement a pris acte, évidemment, de ce qu'a dit la Cour constitutionnelle. Il y a un texte du Conseil d'État et on espère que ça pourra débloquer rapidement, qu'on aura un avis positif et qu'on pourra débloquer rapidement. Je pense que ce qu'il faut quand même dire, c'est que la justice, alors c'est vrai qu'il y a un problème à Bruxelles, mais c'est un problème plus large en fait. On a définancé la justice. Si je prends l'exemple du gouvernement MRNVA, donc précédent gouvernement, on a commencé à 1,9 milliard pour la justice au début du gouvernement, puis ça a diminué en flèche jusqu'aux attentats du 22 mars, où là, tout le monde a tout d'un coup recommencé, remis de l'argent, et donc on est revenu à 1,9 milliard. Oui. Ce qu'a fait la Vivaldi en arrivant, la Vivaldi a dit « nous allons mettre 700 millions de plus pour la justice ». Et donc c'est ce qu'on t'occupe à faire, on refinance la justice. Est-ce que ça va assez vite? Probablement pas. Est-ce que c'est plus donc ce n'est qu'une question d'argent pour vous. Donc c'est pas qu'une question d'argent, mais donc quand on a un cadre et qu'on élargit le cadre, il faut aussi pouvoir trouver des gens qui ont envie de travailler dans la justice. Or, il faut qu'on mette en place des conditions de travail nécessaires. Et je ne parle pas que des magistrats, je parle des personnels du greffe, personnel administratif. Il faut aussi que ces gens puissent se trouver des conditions où ils ne vont pas avoir leur ordinateur qui plante tout le temps, ils ne vont pas avoir des problèmes de... Mais quelle est la solution? Non, mais donc, le problème aussi de se dire, ok, j'arrive dans un service où il y a déjà 30% de gens qui manquent, et donc je sais que je vais être surchargé. Donc il faut aussi qu'on puisse donner les conditions. Parce que finalement, la justice, ce n'est pas un service public comme les autres. Ce n'est pas une administration comme les autres. La justice, c'est un des 3 pouvoirs institués. Donc c'est législatif, exécutif et judiciaire. Et si on définance la justice,
on met à mal et on met en danger de la démocratie. Et c'est ce que nous, on a fait. Vous dites vous-même que vous la refinancez, or il y a toujours un problème. Mais comment on résout le problème? Mais donc on continue le travail. Ça se décrète pas comme ça en un claquement de doigts. Mais donc les 700 millions qui arrivent et qui sont en train d'arriver, ils vont être utiles pour remettre. On va pas remplir le cadre. On a ici la Cour d'appel de Bruxelles. Pardon, la Cour d'appel de Bruxelles est complètement débordée au point qu'on a été condamné par la Cour européenne de justice pour dépassement des délais raisonnables. Enfin, on ne peut plus. Voilà. On a aujourd'hui le ministre de la Justice et on a voté une loi, c'était à l'été ici, où on a rajouté du personnel, donc 5 magistrats et 7 greffiers en plus à la Cour d'appel pour essayer de résorber cet énorme retard qu'on a accumulé à Bruxelles. Encore un mot, Sylvie Van Acteur. Oui, par exemple, et on ne trouve pas les gens, c'est facile de le dire. À Anvers, ils ont commencé à trouver des gens pour la police eux-mêmes. Et en fait, à Bruxelles, on pouvait faire la même chose. Ils n'ont pas voulu faire ça. Il faut aussi la bonne gestion, prendre les problèmes en main. C'est comme ils ont fait à Anvers. Là, ils arrivent à trouver les gens. Des unilingues, c'est plus facile. Oui, mais bon. C'est quand même un élément qui rend les choses plus faciles. Tu penses vraiment à Anvers qu'ils sont tous des unilingues dans une ville où ils parlent autant de langues? Oui, mais nous ici on a une exigence. Avec le néerlandais, en tout cas, pas unilingue de manière globale, mais avec le néerlandais. Romuald Lamorté, je vous laisse conclure. Il y a un élément qu'on oublie dans ce débat, c'est le mal-être des personnes en fait. Il y a beaucoup de magistrats qui sont en burn-out, qui ne veulent pas revenir, et surtout il n'y a pas assez de nouveaux candidats. Mais allez demander à des jeunes, j'ai déjà eu des avocats et autres qui m'ont dit mais je ne vais pas aller faire le concours de la magistrature. Romuald, est-ce que tu as vu tous les problèmes qu'il y a? Donc à un moment, arrêtons de dire qu'il faut remplir le cadre, donnons envie aussi aux gens de faire ce métier. Je ne pense pas qu'au vu des conditions actuelles, au vu des burn-out qui restent trop tabous dans la société, qu'on n'arrive pas aussi à ramener ces gens qui sont en arrêt maladie, tant qu'on ne se dira pas il y a un problème structurel de santé, de prendre soin du personnel, on n'y arrivera pas, et arrêtons de faire semblant que c'est nouveau. Encore une fois, ça m'énerve. Il y a eu des cris d'appel il y a 4 ans, il y a encore des mois, et on attend qu'il y ait un attentat pour réagir. Eh bien, donc, ce que je propose, en tout cas, moi, quelque chose de concrètement, moins d'affaires en justice, ça fera moins d'affaires de justice, peut-être plus de médiation, et ça permettra de diminuer un peu le nombre d'affaires. Voilà, mais ça ne demande pas nécessairement un bilinguisme. Alors, juste encore un mot, avant de terminer l'émission, je voudrais vous parler de cette campagne électorale qui démarre déjà beaucoup plus tôt que prévu, avec des tensions au sein des gouvernements. Et Guillaume Defossé, vous êtes le premier. Il y a eu un débat jeudi soir à la RTBF entre Paul Magnette et Georges-Louis Boucher. On n'avait pas l'impression qu'ils étaient dans la même majorité. Alors, une campagne électorale dans une telle ambiance, comment ça va se passer ? Vous savez, la campagne électorale pour le président du MR, elle a commencé le 2 octobre 2020, le lendemain de la prestation de serment de la Vivaldi, enfin la mise en place de Vivaldi. Oui, mais qui a et donc tort, on vit là-dedans depuis 3 ans. Qui a tort, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est vraiment une erreur. Moi, je crois que ce que nous avons fait, ce que Écolo va faire et continue à faire, c'est travailler jusqu'au bout. On ne peut pas se permettre de tout arrêter comme ça. On va continuer à travailler. Marie-Colline Leroy, par exemple, est en train d'ouvrir des centres de prévention des prises en charge des violences sexuelles. Mais Paul Magnette disait lui-même, il y a de toute façon les 6 mois de présidence européenne de la Belgique, donc on ne fera quand même rien. Donc il était très honnête. Quelle erreur de dire que la présidence, à un moment, on ne fait rien. Au contraire, on ne peut pas déstabiliser la présidence du Conseil de l'Union européenne, c'est extrêmement important. Et donc, il faut rester unis. Et donc, on va. Il y a aussi les élections européennes en juin. On doit mettre en place, on continue à mettre en place ceci. Donc, nous, on a un objectif, par exemple, sur cette présidence, c'est qu'on puisse progressivement supprimer les subventions fossiles. Ce sont des choses sur lesquelles on travaille encore aujourd'hui. La ministre du Climat, Zaga Katabi, le fait. Donc vous promettez que vous ne direz pas de mal de vos partenaires de majorité, par exemple. Mais on peut avoir des idées différentes. Oui. On peut dire du mal. En tout cas, on peut débattre avec eux et on le fait au quotidien. On a des accords qu'on doit respecter et on le fait. Sylvie Van Acteur, sur ces tensions au sein de la Vivaldi, peut-être aussi au sein du gouvernement bruxellois, comment vous voyez ça? Parce qu'il y a déjà, si on parle du gouvernement bruxellois, il y a de fortes tensions entre les différents partis. Il y a de fortes tensions depuis longtemps. On le voit très très clair. C'est pas nouveau, vous allez nous dire comme Romuald. C'est pas nouveau. Oui, c'est pas nouveau.
Et on le voit aussi à Vivaldi, c'est un gouvernement qui n'arrive pas à faire les grands dossiers, les grands dossiers fiscaux, pension, le marché du travail, tous ces dossiers qui donnent... Donc vivement que la NVA arrive, c'est ça que vous dites? J'espère, oui. Et aussi à Bruxelles, on voit vraiment le blocage. Je suis vraiment inquiet. Je suis aussi impatiente de voir les débats budgétaires, ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? On va passer à présent à nos coups de cœur. Vous voulez parler d'une pièce de théâtre? Oui, tout à fait. La nouvelle pièce de théâtre du théâtre de poche, qui est Queen Kong. C'est la nouvelle pièce mise en scène par Georges Ligny avec Émilie Eckhout. C'est un texte d'Hélène Vignal et je tiens à souligner la puissance du texte de ce seul en scène parce que justement c'est l'histoire d'une jeune fille qui à 16 ans a décidé d'aimer librement, enfin en tout cas d'avoir des relations sexuelles plutôt pas forcément avec de l'amour, et qui évidemment se fait harceler sur les réseaux sociaux. C'est un texte très très fort avec une mise en scène aussi très particulière et frappante comme Georges Ligny sait les faire et qui donne aussi un élément de jeu assez incroyable à cette jeune actrice. Donc voilà, je vous la conseille, c'est jusqu'au 25 novembre. Romuald, rapidement, une exposition. Oui, une exposition à la galerie de la bande dessinée. Apparemment, selon ses concepteurs, c'est la première fois en Europe qu'une galerie d'art expose et met en vente également des dessins originaux d'animation. Alors, quand j'étais jeune, j'étais pas un grand fan, mais autour de moi, beaucoup l'étaient de Naruto, ce célèbre personnage de dessin animé. Il sera mis en avant avec des milliers de dessins. Donc, l'occasion de découvrir quelque chose qu'on connaît un peu moins. C'est jusqu'au 18 novembre. Et moi, je voudrais vous parler d'une série un peu passée inaperçue sur Amazon Prime, Alphonse, réalisée et écrite par Nicolas Bedos, devenu paria suite à des plaintes pour agression sexuelle. Nous, on est imbattables dans une chambre à coucher. T'étais où, Alphonse? Me dis pas à Nancy, j'ai appelé l'hôtel. Allez, Marguerite, à vous! Bravo, Marguerite! Celle de demain soir, ce qu'elle aime, c'est de te traiter comme une merde. Ça te rappellera ta femme? Eh oh! T'as jamais eu honte de demander de l'argent pour ton plaisir à toi? Moi, j'ai fini par considérer ce métier comme autre chose qu'un gagne-pain. Il s'agit de solitude, de détresse. Vous l'avez vu, Pierre Arditi campe un gigolo en rupture avec son fils Jean Dujardin, qu'en fait il embrigade dans cet étrange boulot de donner de l'amour à de vieilles dames. Dans cette série burlesque, on y voit de grandes actrices, Marie-Christine Barrault, Francine Berger, Nicole Garcia et Charlotte Gainsbourg et bien d'autres. Je vous recommande cette série-là. Alors en un mot, un conseil pour ce week-end de Guillaume Defossé? Eh bien... Scarbecois, alors Scarbec, donc c'est musique distrante dans les bars de Scarbec, donc ce sont les... C'est à partir de ce soir, c'est ça? À partir de ce soir, donc ce soir, mais aussi toutes les semaines il y a. Donc en fait, c'est la commune de Scarbec qui finance une partie du cachet des artistes dans les bars pour aider à la fois les artistes et à la fois leur école. Alors, allez dans les bars, allez voir le crossing. Silche Van Acteur, une autre idée? Le crossing, oui, c'est le dimanche à 3h. À 15h, il y a match du crossing. Très bien. Merci à tous, invités, experts. On se retrouve samedi prochain.